Alors, on va commencer. On va parler aujourd'hui de la réanimation du nouveau-né en salle de naissance. Ce qu'il faut savoir, avant de réanimer un nouveau-né en salle de naissance, il faut qu'on se mette tous d'accord sur la même conduite de la réanimation, c'est-à-dire avoir un organigramme le même pour tout le monde. Pour cela, il nous faut des recommandations. Et ces recommandations, les plus récentes, viennent de ce qu'on appelle le Comité de liaison internationale sur la réanimation. C'est une association mondiale qui regroupe plusieurs associations européennes, américaines, africaines, etc. et qui se réunit tous les 5 ans. Et donc, tous les 5 ans, ils émettent des recommandations, un algorithme, si vous voulez. Et les dernières recommandations datent de octobre 2015. Théoriquement, si ce n'était pas la COVID, on aurait obtenu les dernières recommandations de 2020. Quoi qu'il en soit, on reste sur les dernières recommandations de ILCOR 2015, octobre 2015. Et donc, le 13e chapitre concerne la réanimation néonatale. En anglais, Neonatal Resuscitation. Et donc, on va tous parler le même langage, c'est-à-dire les mêmes recommandations de l'ILCOR 2015. Avant de réanimer un nouveau-né en salle de naissance, il faut avoir un prérequis, c'est-à-dire certaines connaissances au préalable. Pour cela, je vous conseille d'apprendre par cœur 5 messages clés. Le premier message est très simple. Il faut savoir que 90% des nouveau-nés qui vont naître, ils vont naître en bon état d'adaptation à la vie extra-utérine et donc ils ne nécessitent aucune intervention, aucune réanimation. Les 10% qui vont rester, 90% de ces 10% nécessitent quelques gestes simples, c'est-à-dire une stimulation, une oxygénation, une aspiration, et pas plus. Et c'est uniquement 1% des nouveau-nés qui vont naître en état grave et qui nécessitent une réanimation complète, c'est-à-dire massage cardiaque externe, intubation, etc. De ce fait, le message numéro 2 dit, puisque dans la majorité des cas, les nouveau-nés vont naître soit normaux, soit nécessiter quelques gestes simples de la réanimation. Et donc, dans une salle de naissance, les gestes les plus fréquents, ce sont les gestes les plus simples, c'est-à-dire séchage, réchauffement, aspiration, ou au pire des cas, une ventilation au masque, mais pas plus. Et dans de rares cas, le nouveau-né nécessitera un massage cardiaque externe, une intubation, de l'adrénaline, etc. Le message numéro 3 dit que la réanimation, l'objectif numéro 1 de la réanimation, c'est de démarrer la ventilation, le poumon. Imaginons un adulte de 60 ans qui fait un arrêt cardiaque flaru. C'est probablement, il a fait un arrêt cardiaque parce que probablement son cœur est défaillant. Il a fait un infarctus de myocarde, par exemple. Il a fait un trouble du rythme. Et donc, c'est le cœur qui est la cause de l'arrêt cardio-respiratoire. Et donc, pour cela, on commence obligatoirement par faire un massage cardiaque au premier lieu et pas un bouche à bouche. Mais un nouveau-né qui vient de naître, généralement, le nouveau-né, il naît dans la grande majorité des cas avec un cœur sain. Et donc, s'il a fait un arrêt cardiaque, ce n'est pas parce que le cœur est défaillant, c'est parce que le poumon nécessite de l'oxygène, de l'air, quoi. Et donc, lorsqu'on veut réanimer un nouveau-né en arrêt cardio-respiratoire, on ne commencera jamais par un massage cardiaque, parce que le cœur, il est sain. Et donc, on commencera par une ventilation.
Et donc, l'objectif numéro 1 de la réanimation, c'est la ventilation et pas le massage cardiaque. Bien sûr, si on ne va pas arriver par la ventilation à assurer une réanimation, une bonne réanimation, par la suite, on va faire un massage cardiaque, de l'adrénaline, et ainsi de suite. Le message numéro 4 dit réanimation égale urgence. Mais c'est une urgence de minutes, pas une urgence de secondes. Et donc, la réanimation, vous avez devant vous 8 à 10 minutes pour réanimer un nouveau-né. Et donc, il ne faut pas aller avec la précipitation, c'est-à-dire faire la chose d'une façon précipitée, d'une façon anormale. Non, il faut être rapide, c'est vrai, il faut être efficace, mais il ne faut pas se précipiter. Pour cela aussi, la réanimation, même si c'est une urgence, il faut la faire d'une façon très douce, pas d'une façon agressive. Pour cela aussi, il faut respecter une normothermie, un minimum d'asepsie. Pas réanimer avec des mains sales, il faut se laver les mains à l'avance, mettre des gants si c'est possible, mettre une blouse propre et ainsi de suite. Le message numéro 5 dit pour avoir une bonne réanimation, il faut avoir un algorithme le plus simple possible pour qu'on puisse tous appliquer de la même manière et d'une façon correcte. Généralement, tout ce qui est ancien, il est simple à réaliser. C'est pour cela que l'ILCOR a choisi un algorithme très simple, très ancien, ce qu'on appelle l'algorithme du secouriste. Le secouriste applique pour la réanimation la règle A, B, C, D. A en anglais, airway, c'est-à-dire commencer par dégager les voies aériennes en premier lieu. B, breathing, ventiler. C, circulation, circulation, et donc faire le massage cardiaque. D, drugs, les médicaments, donner de l'adrénaline. Et donc, il faut aller étape par étape. On ne pourra pas ventiler avant de dégager les voies aériennes supérieures. On ne pourra pas faire le massage cardiaque sans avoir ventilé auparavant et on ne pourra pas mettre de l'adrénaline si on n'a pas fait un massage cardiaque. Et donc, apprenez ça par cœur, pas pour l'examen, mais pour vous. 5 messages clés. Le premier, 99% des nouveau-nés naissent en bon état d'adaptation à la vie extra-utérine, si ce n'est nécessite quelques gestes simples de réanimation à type de réchauffement, aspiration plus ou moins oxygénothérapie, ou la ventilation, c'est-à-dire. Deuxièmement, les gestes les plus simples, ce sont les plus fréquents, à type de réchauffement, positionnement, aspiration. Troisièmement, l'objet numéro 1 de la réanimation, c'est la ventilation. Message numéro 4, urgence dans la réanimation, ça ne veut pas dire précipitation, mais ça veut dire que vous avez devant vous 8 à 10 minutes pour faire la chose d'une manière correcte, c'est-à-dire rapide, efficace, non agressive, normothermie et asepsie. Et en dernier lieu, on va utiliser pour la réanimation un algorithme très simple. C'est vrai qu'il est ancien, mais il est simple, il est efficace. C'est ce qu'on appelle l'algorithme du secouriste. A, B, C, D. On commencera toujours par assurer la liberté des voies aériennes, par ventiler, puis faire le massage cardiaque, puis, si ça ne donne pas, mettre de l'adrénaline. Si vous avez ces 5 messages comme prérequis dans la réanimation, il vous faut une autre règle d'or qui s'appelle évaluation, décision, action. C'est-à-dire, je commence toujours par évaluer la situation. Ce nouveau-né, il est en arrêt cardio-respiratoire. Ça, c'est une évaluation. Je mets mon stéthoscope, il est en arrêt cardiaque. Je l'inspecte, il est en arrêt respiratoire. Donc, je prends une décision. La décision, je commence par le ventiler. Ensuite, je prends l'action, je dois agir, je prends le ballon de ventilation et je commence à ventiler. Et ensuite, je réévalue à nouveau après un certain temps et je vais voir si la fréquence cardiaque
a augmenté ou si la respiration a été déclenchée. Et donc, chaque étape que j'ai citée auparavant, A, B, C, D, avant chaque étape, je commence une évaluation et après chaque étape, je réévalue à nouveau. Et donc, chaque étape nécessite un laps de temps assez court qui est de 30 secondes. Donc, vous avez à chaque étape A, B, C, D, 30 secondes devant vous pour évaluer, décider, agir et réévaluer à nouveau. Si vous avez les 5 messages, si vous avez ce principe général qui est évaluer, décider et agir et réévaluer à nouveau, est-ce qu'on peut commencer maintenant à réanimer? Pas encore. Il nous faut quelque chose, une autre chose pour commencer la réanimation. J'ai dit qu'il faut évaluer. Et donc, j'évalue quoi, à vrai dire? Quels sont les critères d'évaluation? Auparavant, on utilisait ce qu'on appelle le score d'Apgar comme critère d'évaluation. Le score d'Apgar est un score qui est fait depuis longtemps, depuis 1952, par Virginia Apgar, ce que vous voyez à droite, et qui contient 5 paramètres. La coloration, cyanose généralisée, c'est 0, cyanose des extrémités, c'est 1, rose, c'est 2. La fréquence cardiaque, 0, c'est 0, inférieur à 100, c'est 1, supérieur à 100, c'est 2. Les grimaces, c'est-à-dire la réactivité, lorsque je le déclenche, je le stimule. S'il n'y a aucune activité, c'est-à-dire le visage ne fait aucune activité, c'est 0. Lorsqu'il fait des grimaces, c'est 1. Lorsqu'il crie, c'est 2. Le tonus, s'il est en hypotonie généralisée avec extension des 4 membres, c'est 0. S'il est en semi-flexion, c'est 1. Et s'il est en quadriflexion, c'est 2. La respiration maintenant, s'il n'y a pas de respiration du tout, c'est 0. S'il y a des gaspes, c'est-à-dire une irrégularité respiratoire, c'est 1. Et s'il y a une respiration correcte, c'est 2, avec un cri. Et donc, ça nous donne un score entre 0 et 10. 7, 8, 9, 10, c'est un score tout à fait normal. Le nouveau-né, il est normal. Entre 4 et 7, 4, 5 et 6, on appelle ça asphyxie périnatale modérée ou bien une dépression cérébrale modérée. Et entre 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire inférieur à 4, on appelle ça état de mort apparente. Et donc, la définition de l'état de mort apparent chez le nouveau-né, c'est un Apgar inférieur à 4. Le score d'Apgar, il est fait à 1 minute, puis à 5 minutes. Le problème avec le score d'Apgar, c'est que le score d'Apgar, il est surtout juste pour le nouveau-né à terme. Je vous donne un exemple. Imaginez un prématuré de 1 kg qui vient de naître. Il va naître comment? C'est 1 kg. Il va naître hypotone. Il va naître un petit peu cyanosé, c'est normal. Il va naître non réactif ou hyporéactif. Mais c'est un prématuré, c'est normal qu'il va naître comme ça. Et son score d'Apgar, il est aisément à 6. Et si on se fie au score d'Apgar, on va le réanimer parce qu'il est moins de 7. Mais non, on ne va pas le réanimer parce qu'il est tout à fait normal. Imaginons un autre exemple, un nouveau-né né avec d'une mère césarisée. La mère césarisée, on va la mettre sous drogue. Et donc, le nouveau-né, il va naître un petit peu hypotone, c'est normal, c'est l'effet des drogues, mais pas autant qu'on va le réanimer. Et donc, le score d'Apgar, c'est un mauvais score pour la réanimation. Et donc, si on n'utilise pas le score d'Apgar pour la réanimation, pourquoi on l'utilise toujours? Pourquoi on doit l'apprendre? Pour 2 raisons. La première, c'est que même si le score d'Apgar ne décide pas quand est-ce qu'on va réanimer, mais il reste un moyen d'évaluer l'efficacité de la réanimation. C'est-à-dire, on va le faire à 1 minute, il est à 3 dixièmes. On va le refaire à 5 minutes, il est à 7 dixièmes. C'est-à-dire que notre réanimation, elle était efficace. Et donc, il faut le faire, mais pas pour décider la réanimation, mais pour évaluer l'efficacité de la réanimation. Ça, c'est primo. Et deuxièmement,
Le score d'Apgar est un score pronostique. C'est-à-dire, si vous trouvez chez un enfant qui a été réanimé un score d'Apgar inférieur à 7 à 10 minutes, c'est-à-dire que ce nouveau-né doit être surveillé minimum pendant 24 heures parce qu'il peut avoir des problèmes. Il peut convulser, il peut avoir un décès, il peut mourir. Et donc, n'importe quel nouveau-né dont le score d'Apgar est inférieur à 7 à 10 minutes doit être surveillé. Donc, le score d'Apgar est un très bon score, mais pas pour la réanimation, mais pour les deux objectifs que j'ai cités. Et donc, si on n'utilise pas le score d'Apgar pour la réanimation, pourquoi on va l'utiliser? Qu'est-ce qu'on va utiliser plutôt? On va utiliser deux critères uniquement. C'est très facile. Soit la respiration, soit la fréquence cardiaque. Vous allez me dire que la fréquence cardiaque et la respiration font partie du score. Oui, mais on va utiliser uniquement ces deux critères. Et ce n'est pas un score. Le score, c'est tout. Donc, la respiration, elle est soit normale et le nouveau-né crie, soit elle est anormale avec irrégularité respiratoire et quelques apnées, soit qu'il y a beaucoup d'apnées et arrêt respiratoire. La fréquence cardiaque, soit elle est normale supérieure à 100, soit il y a une bradycardie entre 60 et 100, soit qu'il y a un arrêt cardiaque moins de 60. Et regardez la différence entre le score d'Apgar, la fréquence cardiaque, elle est soit 0, soit une bradycardie entre 0 et 100. Alors que dans les critères de réanimation, entre 60 et 100, c'est une bradycardie, et moins de 60, c'est un arrêt cardiaque. Et donc, que la fréquence cardiaque soit à 50, que la fréquence cardiaque égale à 0, c'est la même chose en matière de réanimation des nouveau-nés et on doit la considérer comme un arrêt cardiaque. Attention, il y a deux remarques essentielles. La première remarque, c'est que si le nouveau-né crie, c'est-à-dire qu'il respire. Laisse-toi un nouveau-né en train de crier, c'est-à-dire que la respiration, elle est bonne. Deuxième remarque, si le nouveau-né respire, c'est-à-dire qu'il a une fréquence supérieure à 100. Sauf dans un seul cas, dans un trouble du rythme, dans le BAV, bloc auriculoventriculaire de 3e degré. Dans ce cas-là, la fréquence cardiaque elle est inférieure à 100 et le nouveau-né respire tout à fait normalement, mais ça, ce n'est pas un critère de réanimation. On va l'utiliser tout à l'heure. Et donc, si le nouveau-né il est en arrêt, en bonne respiration, on ne va pas le réanimer. Si le nouveau-né il a un arrêt respiratoire, la fréquence cardiaque peut être normale et elle peut être basse. Mais dans tous les cas, on va le ventiler. Et donc, que la fréquence cardiaque soit bonne ou que la fréquence cardiaque soit bonne, c'est la respiration qui prime. Et donc, le critère essentiel de la réanimation, c'est la respiration. Par contre, si on commence à ventiler, ça ne donne pas. S'il est en arrêt cardiaque et on va aller vers le massage cardiaque, vers l'adrénaline, le premier critère qui va se normaliser, c'est la fréquence cardiaque. Parce qu'on est allé loin dans la réanimation. Le nouveau-né qui est en arrêt cardio-respiratoire, si on commence à le réanimer, le premier critère qui va se normaliser, il ne va pas respirer sans avoir une fréquence cardiaque. Non, c'est la fréquence cardiaque, c'est le premier critère de réponse à la réanimation. Et donc, concentrez-vous bien, la respiration, c'est le critère essentiel de la réanimation, mais la fréquence cardiaque, c'est l'indicateur, le premier indicateur de la réponse à la réanimation. OK? Et donc, vous avez devant vous 5 messages clés. Vous avez devant vous une règle d'or boucle qui est évaluation, décision, action et réévaluation toutes les 30 minutes. Et vous avez devant vous 2 critères d'évaluation, respiration et fréquence cardiaque. Maintenant, on peut commencer notre réanimation. Le premier scénario, regardez, vous êtes devant une mère âgée de 32 ans. On a un diabète gestationnel, c'est une 3e GSP3,
on a estimé l'âge gestationnel du bébé à 38 semaines. Il n'y a pas de souffrance fœtale aiguë. Le liquide amniotique, il est clair. L'accouchement, on a décidé de le faire par voie haute parce qu'on a suspecté une macrosomie fœtale. D'après vous, est-ce que le bébé qui va naître, il va naître en bon état d'adaptation ou bien il va avoir des problèmes? Si on va utiliser le premier message qui dit 99% des nouveau-nés, ils vont naître en bon état, si ce n'est quelques gestes simples de réanimation. On va dire que ce nouveau-né, il va naître normal, dans 99% des cas. Mais si on dit que la maman présente des problèmes à type de diabète gestationnel, d'accouchement, césarienne, macrosomie fœtale et probablement la gestation à 38 semaines, il n'est pas très mûr. Et donc, le nouveau-né, il aura certainement des problèmes. Et donc, le premier message est vrai si la maman ne présente aucun problème. On appelle ces problèmes des facteurs de risque d'asphyxie périnatale. Les facteurs de risque d'asphyxie périnatale. Il y en a plusieurs. Il y a des causes maternelles, par exemple le diabète gestationnel, par exemple l'HTA gravidique, vous voyez ce que vous voulez, bon. L'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie, l'oligoamnios, plutôt, ça c'est... Il y a des critères, fétals, par exemple les facteurs fétaux, par exemple la prématurité, la postmaturité, la grossesse multiple. Ensuite, il y a les causes placentaires, par exemple césarienne, travail rapide, travail lent, béance cervico-isthmique, des malformations utérines, et ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs et on ne va pas vous demander de les apprendre tous. C'est pour ça que normalement, le pédiatre, le médecin qui veut accueillir ce nouveau-né, la sage-femme, le gynécologue, arrive généralement au moins 10 minutes avant la naissance. Pour primo, rechercher les facteurs de risque d'asphyxie périnatale dans un classeur ou bien ils sont affichés. Alors, si il n'y a aucun facteur de risque d'asphyxie périnatale, dans ce cas-là, on dit que 99% des cas, le nouveau-né va être normal et on va autoriser à une seule personne d'assurer l'accouchement, plutôt l'accueil du nouveau-né, parce qu'il va naître généralement normal, à condition que cette personne puisse au moins ventiler. Elle sait ventiler. Parce qu'on ne sait jamais, avec la ventilation, on va régler 99% des problèmes. Mais si la maman présente au moins un facteur de risque, dans ce cas-là, on n'autorise pas une seule personne, mais il faut minimum de personnes qui vont accueillir le nouveau-né, parce que dans ce cas-là, il peut avoir des problèmes. Et un de ces personnes qui vont assurer l'accueil du nouveau-né doit savoir au moins faire un massage cardiaque externe, il doit savoir au moins intuber et il doit savoir au moins faire un cathéter veineux ombilical pour faire passer l'adrénaline. La personne qui est 10 minutes à l'avance va rechercher les facteurs de risque d'asphyxie périnatale, c'est vrai, mais il va faire aussi vérifier le matériel. Le matériel de chauffage, de réchauffement, de séchage, d'aspiration, de ventilation, de monitorage, de médicaments, et ainsi de suite. Donc, on doit être prêt à tout problème qui va risquer de se produire à la naissance. OK? Donc, on est là, mais la maman, elle a plusieurs facteurs de risque d'asphyxie périnatale, le diabète gestationnel, la césarienne, la macrosomie fœtale, la gestationnelle à 38 semaines, et donc, on doit être à 2 pour réanimer. Imaginez la scène. L'accouchement, il est imminent. La tête, elle est sortie. Le corps est sorti. Quel est le premier geste à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On l'oublie fréquemment. Avant de faire quoi que ce soit, il faut déclencher le chronomètre parce que tout est calculé avec le temps. Vous allez voir, vous avez devant vous 30 minutes pour chaque phase pour réanimer. Et donc, il faut déclencher le chronomètre. Ensuite, est-ce qu'il faut voir, est-ce que
le nouveau-né nécessite une réanimation ou est-ce que le nouveau-né ne nécessite pas une réanimation néonatale? Pour cela, vous avez les deux critères de réanimation, c'est-à-dire la respiration et la fréquence cardiaque. Mais on a dit que la fréquence cardiaque, que la respiration prime sur la fréquence cardiaque. C'est-à-dire, si le nouveau-né respire, on va réanimer. Si le nouveau-né ne respire pas, plutôt, si le nouveau-né respire, on ne va pas réanimer. Et si le nouveau-né ne respire pas, on va réanimer. En tout cas, dans tous les cas, que le nouveau-né respire ou il ne respire pas, on doit clamper le cordon ombilical. Et la question se pose, à quel moment faut-il clamper le cordon ombilical? Le cordon chez la cordon, ok? Et donc, est-ce qu'il faut le clamper immédiatement ou bien il faut attendre un petit peu? La tendance actuelle est de prolonger le temps pour clamper. Il ne faut pas avoir la hâte immédiatement clamper le cordon ombilical. Pourquoi? Parce que le clampage tardif du cordon ombilical, il a beaucoup de vertus. Beaucoup. Alors, premièrement, il diminue les hémorragies intraventriculaires. Il augmente la tension artérielle. Il augmente le volume sanguin. Mais surtout, il diminue le nombre de nouveau-nés transfusés, c'est-à-dire il prévient contre les anémies du nourrisson jusqu'à 6 mois. Il y a des gens qui disent jusqu'à 1 an. Chez le prématuré, il diminue le risque d'entérocolite ulcéro-nécrosante. Et donc, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas se précipiter pour clamper le cordon ombilical. Et le clampage tardif, c'est minimum 30 secondes. Idéalement, c'est 1 minute, à condition que le nouveau-né respire. Si le nouveau-né ne respire pas, il nécessite une réanimation. Dans ce cas-là, on va clamper immédiatement le cordon parce qu'on n'a pas le temps de 30 secondes ou 1 minute pour attendre. Mais comme le clampage tardif, il a beaucoup d'intérêt, on peut substituer le clampage tardif du cordon par ce qu'on appelle une autre technique qui s'appelle the cord milking. Cord, ça veut dire le cordon ombilical. Milking en anglais, ça veut dire traire, c'est-à-dire yahlib. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avant de clamper le cordon ombilical, on va aller à 30 cm du cordon et on va serrer le cordon ombilical de haut vers le bas, vers le bébé. Une fois, deuxième fois, troisième fois, ensuite on clampe le cordon ombilical. Ça ressemble un petit peu à un clampage tardif, sauf que le clampage, c'est un transfert lent du sang, jusqu'à 1 minute, alors que l'autre, on va rapidement faire passer le sang. C'est à peu près la même chose, mais le premier, il est encore plus naturel. OK? Et donc, j'ai dit qu'avant de commencer la réanimation, il faut voir si le nouveau-né doit être réanimé ou il ne doit pas être réanimé. Pour cela, j'ai dit que les critères initiaux d'évaluation, c'est surtout la respiration. Voilà. S'il respire, on ne réanime pas. S'il ne respire pas, on réanime. On peut rajouter le tonus. Est-ce que le nouveau-né est à terme? Mais ce ne sont pas des critères de réanimation, mais ces critères plutôt sur le terrain. Est-ce que le nouveau-né peut respirer tout à fait normal, mais il est prématuré, donc il nécessite quelques gestes particuliers. Le nouveau-né peut respirer, mais il reste un petit peu hypotone, on va le stimuler. Mais la vraie réanimation, c'est la respiration. Mais si on vous dit, voilà, est-ce que ça vous gêne avec le... Comment je vais enlever la barre d'en haut? Ça vous gêne? Masquer les commandes. Ah, voilà, super. Et donc, notre nouveau-né, à la naissance, il a une bonne respiration régulière. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, on ne va pas le réanimer. Mais qu'est-ce qu'on va lui faire? On va laisser tranquille? Non. On va faire ce qu'on appelle quelques gestes, on les appelle les soins habituels. Ils sont en nombre de 4. On va le réchauffer, on va le sécher, et on va dégager les voies respiratoires s'il est encombré. S'il est un petit peu encombré, on va l'aspirer, mais pas plus.
et on ne va pas le réanimer, on ne va pas le ventiler. OK? Et donc, vous voyez bien, dégager les voies aériennes, les voies respiratoires, c'est quelle phase? C'est la phase A de la réanimation. Et j'ai dit qu'il ne faut pas le réanimer. Et donc, pour tous les nouveau-nés, que le nouveau-né doit être réanimé ou ne doit pas être réanimé, on doit au moins faire la phase A de la réanimation. Sauf que si on ne le réanime pas, la phase A ne s'appelle pas phase A de la réanimation, mais elle s'appelle soins habituels. Et le deuxième critère, c'est que ces soins habituels, si le nouveau-né n'est pas réanimé, on ne va pas clamper le cordon ombilical, on va laisser pendant 1 minute. Et donc, on va faire les soins habituels sur un nouveau-né cordon en place, c'est-à-dire sur le ventre de sa mère. Vous voyez ici à Ben Boulaïd, malheureusement, on se précipite pour clamper le cordon ombilical et on va le mettre dans la table chauffante. Non, si le nouveau-né respire, ce n'est pas la peine de clamper le cordon ombilical. Au contraire, il faut laisser le cordon ombilical, il faut mettre le nouveau-né sur le ventre de sa mère, on va le réchauffer, on va le sécher, on va l'aspirer si c'est nécessaire, pas plus. Bien. Ça, c'était un nouveau-né tout à fait normal, qui est né tout à fait normal, malgré que la mère a présenté beaucoup de facteurs de risque d'asphyxie périnatale. Le scénario numéro 2, regardez, j'ai mis en rouge déjà tous les facteurs de risque. Mère âgée de 45 ans, G2P1, souffrance fétale électrique, liquide amniotique hématique parce qu'elle présente un placenta prévia, et donc on a décidé d'extraire le nouveau-né par voie haute. Et regardez, même à 38 semaines, on a décidé de l'extraire. Et donc une maman qui présente 6 facteurs de risque d'asphyxie périnatale. Et donc, on doit être à 2. Le nouveau-né risque d'avoir des problèmes à la naissance. Le nouveau-né est né, qu'est-ce qu'on va faire? On déclenche le chronomètre et on va évaluer l'évaluation principale et initiale. Le nouveau-né respire ou il ne respire pas, il est à terme, tant mieux. Est-ce qu'il est tonique ou pas? Quand par hasard, le nouveau-né ne respire pas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Le nouveau-né ne respire pas, il ne respire pas. Donc, on commence la réanimation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va clamper immédiatement le cordon ombilical, j'ai dit. Mais avant, on va faire rapidement the cord milking. On va le cordon rapidement. On clampe le cordon ombilical, on coupe et on le met dans une table chauffante. Et comment on va le réanimer? Vous vous rappelez les 4 A, B, C, D de la réanimation? Donc, on va commencer par la phase A de la réanimation. Vous vous rappelez, chaque phase, elle contient combien de temps? 30 secondes. Et donc, la phase A fait à 30 secondes, la phase B fait à 30 secondes, la phase C fait à 30 secondes, la phase D fait à 30 secondes. Mais j'ai dit auparavant que l'objectif numéro 1 de la réanimation, c'est quoi? C'est la ventilation. Et donc, j'aimerais bien aller vers la phase B, vers la ventilation. Mais en même temps, je ne peux pas dépasser la phase A. Alors, comment on fait? La meilleure façon actuellement de se faire, c'est de mélanger les deux phases en une seule phase. Phase A plus B, c'est 1 minute. Et on va appeler ça la minute d'or. Et donc, vous avez devant vous 1 minute pour réanimer un nouveau-né correctement. Mais il faut aller le plus tôt possible vers la phase B, c'est-à-dire écourter la phase A. La phase A fait maximum 30 secondes, mais il vaut mieux la faire moins de 30 secondes. Pourquoi? Pour qu'on donne le temps qui reste vers la phase B. Et donc, la phase A en 10 secondes, tant mieux. Nate la phase B, les 20 secondes plus les 30 secondes ou les 50 secondes. Donc, quand la phase A en 15 secondes, la phase B tu à 45 secondes et ainsi de suite. Donc, on va favoriser la phase B au dépend de la phase A, mais sans pouvoir la sauter. On ne peut pas ventiler sans dégager les voies aériennes supérieures. Et on va commencer donc la phase A. La phase A, vous vous rappelez? Séchage, réchauffement, aspiration si nécessaire et stimulation. Et donc, on commence par sécher le nouveau-né. Comment on va sécher le nouveau-né? Le nouveau-né doit être séché par 2 linges qui sont réchauffés au préalable. On commence par le premier linge séché tout le corps. On commence par le visage, c'est-à-dire la tête, parce que la tête, c'est 2/3 de déperdition hydrique. Ensuite, rapidement, parce que le nouveau-né, il est mouillé il est plein, il est couvert de liquide amniotique, et une fois séché, le linge, il va être mouillé. On va le jeter et on va refaire une deuxième fois. Le séchage, c'est quelque chose de très, très important
pour éviter l'hypothermie. J'ai dit qu'il faut réanimer en normothermie. Et donc, si le nouveau-né tombe en hypothermie, il ne va pas s'en sortir. Vous vous rappelez, dans l'évaluation initiale, j'ai dit il faut voir est-ce que le nouveau-né est à terme ou prématuré. Parce que si le nouveau-né est prématuré, il ne faut pas le sécher. Au contraire, il faut le mettre dans un sac isotherme. On appelle sac isotherme ou bien sac de polyéthylène. Ce sont les fameux sacs de congélation. Parce que le but d'ANA, ce n'est pas le sécher. Le but d'ANA, c'est de créer un environnement d'humidité. Parce que si on le sèche, il va rapidement tomber en hypothermie. On va le mettre dans un sachet, si vous voulez, un sac de congélation, à part le visage. On va laisser uniquement le visage. On va le mettre dans une table de réanimation où on va mettre à température de 37 degrés. Le but, c'est d'avoir une température du bébé entre 36,5 et 37,5. Si le nouveau-né présente des mucosités, il est encombré ou le nouveau-né ne respire pas, on doit l'aspirer obligatoirement. Pour cela, on aspire uniquement la bouche et l'oropharynx. Il ne faut pas aller vers l'estomac. Non, c'est 5 cm uniquement. On commence par aspirer la bouche autant de fois, 1, 2, 3 fois si vous voulez. Et s'il n'y a rien, ensuite on va aspirer le nez. Une fois. Et lorsqu'on va aspirer le nez, il ne faut pas dépasser les couanes, c'est-à-dire la agma hadik. Non, il faut aller à 5 mm, pas plus, parce que le but, ce n'est pas de vérifier si les couanes sont perméables ou pas. Le but, c'est d'aspirer. Et comme le nouveau-né respire par le nez, par la bouche les premiers temps, donc si le nez est obstrué ou il est lésé par une aspiration, on va entraîner une détresse respiratoire. Donc, il faut faire très très attention, aspirer la bouche autant de fois, doucement, l'oropharynx, notre hanche vers l'estomac, et on termine par aspirer le nez, narine par narine, mais pas au-dessus des couanes. Avec une aspiration douce, moins 50 à moins 100 mm mercure, c'est-à-dire moins 100 à moins 150 cm d'eau. Il ne faut pas le manomètre tel 400 ou 300 mm mercure. On va léser les muqueuses œsophagiennes, oropharyngées et nasales. Dernier, il faut stimuler le bébé si ça ne donne pas. Mais c'est une stimulation rapide. Pourquoi? Parce que le nouveau-né, on est en train de le sécher. On est en train de le stimuler. On est en train d'aspirer. On est en train de le stimuler. Donc, si ça ne donne pas, ce n'est pas ça qui va avoir un résultat. Mais on va essayer quand même quelques secondes. ماشي prendre le bébé mais les pieds تاعو ندون عصرو فيه ماشي ندون نضربو فيه avec des fessées. Non, ça c'est une réanimation agressive. Ce que je vous demande, c'est une stimulation douce, de technique. Soit faire des petits claquements au niveau des pieds, soit faire des frictions au niveau du dos. Quelques frictions au niveau du dos. Et si ça ne donne pas, ça ne donne pas. Et donc la phase A, il y a le réchauffement, le séchage, l'aspiration, et la stimulation. Au maximum, vous avez 30 secondes devant vous. Au minimum, il faut écourter ça pour donner la phase B. Mais est-ce qu'il faut aller maintenant à la phase B directement? Non, on n'a pas le droit. Vous vous rappelez, il faut évaluer. On a évalué, on a décidé, on a agi, on a fait tout cela. Mais après, avant de passer à la phase B, il faut réévaluer à nouveau. Où est-ce qu'il y a un problème? C'est la respiration. Maintenant, chauffe aussi le nouveau-né, il a repris la respiration. Et si le nouveau-né respire, pourquoi aller à la phase B? Donc, il faut voir si le nouveau-né respire, tant mieux. S'il ne respire pas, il faut aller à la phase B. Et comme par hasard, le nouveau-né, il ne respire pas. La fréquence cardiaque, il est en arrêt. Il est en arrêt cardiaque parce qu'elle est moins de 60, vous vous rappelez. Mais ça ne m'intéresse pas à ce stade. À ce stade, c'est la respiration qui compte. S'il ne respire pas, ce n'est pas la peine de voir la fréquence cardiaque. Et donc, ce nouveau-né-là, il ne respire pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la phase B. Et la phase B, c'est quoi? C'est la ventilation à pression positive, VPP.
ventilation en pression positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre un ballon et commencer à ventiler. On va lui donner de l'air avec pression. Alors, quelles sont les recommandations? Premièrement, il faut ventiler avec de l'air pur si le nouveau-né est supérieur à 35 semaines. Ce n'est pas la peine de placer le tuyau d'oxygène. On va ventiler avec une FiO2, je mets FiO2, fraction inspiratoire en oxygène. Fraction inspiratoire, la concentration de l'oxygène. Il y a une concentration de l'oxygène dans l'air, 21%. Et donc, on va ventiler avec une FiO2 à 21%. Si c'est un prématuré de moins de 35 semaines, vous avez le choix de ventiler avec de l'air pur ou de rajouter un petit peu d'oxygène, pas plus de 30%. Parce que l'oxygène, il est néfaste, il est toxique pour le nouveau-né. Donc, on le ventile avec de l'air. On le ventile combien de fois par minute? Le cycle, 40 à 60 cycles par minute. Chaque seconde, on dirait une insufflation. On insuffle. 1, 2, 1, 2, 3. Ça, c'est rapide. 1, 2, 3. Okay. Combien de pression? On peut de temps à autre avoir un manomètre qui peut nous guider sur la pression d'insufflation. C'est de donner le nouveau-né à terme 20 à 25 cm d'eau et le prématuré 15 à 20 cm d'eau, c'est-à-dire le ventiler avec 2 doigts, 3 doigts, pas plus, mais puis ventiler avec toute la main. Mais ça, ce sont des techniques qui vont s'apprendre. Je ne vais pas vous demander ça pour l'examen en tout cas. OK? Pour cela, on peut utiliser un ballon autogonflable. On l'appelle ballon autogonflable. On ne l'appelle pas masque. Le masque, c'est à l'extraire. Quand des gens disent moi, ombu. L'ombu, c'est une marque qui m'a l'air d'al. C'est comme si trop l'eau, je ne sais pas, la Ifri ou la Saïda. Saïda, c'est une marque et on dit plutôt eau minérale. Donc, c'est la même chose. On dit ballon autogonflable. Parce qu'il est gonflé naturellement. De temps en temps, on a des ballons d'anesthésie qui sont déprimés et on doit les mettre de l'air pur pour qu'elles se gonflent. Ou bien vous pouvez utiliser un appareil spécial que vous pouvez enregistrer, plutôt pré-régler au préalable la pression d'insufflation et lui, il va insuffler tout à fait normal. Donc, vous avez 3 appareils, mais le plus courant, le plus facile, le moins cher, c'est le ballon autogonflable. Et on a plusieurs tailles pour nouveau-né normal, pour prématuré, pour grand prématuré. Et vous avez des masques qui sont adaptés soit pour nouveau-né à terme, soit pour prématuré, soit pour très grand prématuré. Ils sont numérotés en 1, 0 et 00. Et vous avez des masques ovalaires et vous avez des masques circulaires. Ce n'est pas important. L'essentiel, il faut avoir un masque adapté qui couvre le nez et la bouche. Alors ça, on va la sauter. Et donc, on a terminé la phase B. Si la phase B est terminée, qu'est-ce qu'on va faire? On doit réévaluer à nouveau. Mais une fois que la phase B est achevée, c'est dans ce cas-là qu'il faut évaluer la respiration et la fréquence cardiaque. Alors, on va voir. Si à la fin de la phase B, la respiration reprend, il respire, on ne fait rien. On arrête tout, alhamdoulilah, et on va faire notre abgar et on va surveiller le bébé. Si la respiration est négative, on va voir la fréquence cardiaque. Si la fréquence cardiaque est supérieure à 100, c'est-à-dire elle est bonne, dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'aller vers la phase C, qui est la circulation, le massage cardiaque, parce qu'elle a une fréquence cardiaque normale. Et on reste dans la phase B, on continue à la phase B. Et on dit, si on continue dans la phase B plusieurs minutes, il vaut mieux intuber, très efficace. Si la fréquence cardiaque est inférieure à 100, dans ce cas-là, il faut aller à la phase C. Et donc, regardez, ce nouveau-né, il ne respire pas, il a une fréquence cardiaque moins de 100, plus elle est moins de 60, c'est-à-dire il est en arrêt cardiaque. Et donc, on va aller à la phase C. Et donc, regardez bien,
j'ai dit que l'objectif numéro 1 de la réanimation, c'est la ventilation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, avec la ventilation, on peut récupérer 90% des nouveau-nés. C'est pour cela que la phase A, on l'a favorisée. Et donc, avant de passer à la phase C, je ne suis pas très, très convaincu. En se disant que, où je fais la phase B un petit peu, où je lui donne plus de chance, mais rapidement. Pour cela, avant de passer à la phase C, il faut faire une autre phase, comme si on va encore donner du temps à la phase B. Et on appelle ça une étape correctrice de la phase B, encore appelée Mr. Sopa. Mr. Sopa, ce n'est pas un vrai monsieur, mais ce sont les débuts de mots pour chaque geste. Et comme Mr, ça commence par M, et donc on va vérifier M, ça veut dire masque. On va voir si le masque, il est bien ajusté. Peut-être que le masque, il est petit. Peut-être que le masque, il est plus gros, il y a des fuites. Peut-être que le masque, il n'est pas bien placé. Et donc, avant d'aller vers le massage cardiaque, vérifiez votre masque. R, ça veut dire R. R, ça veut dire la position, en anglais, reposition, de la tête. Est-ce que la tête, j'ai dit qu'il faut ventiler, mais il faut pour cela dégager les voies aériennes avant. C'est-à-dire si la tête elle n'est pas bien en place, c'est-à-dire elle est en hyperextension ou bien en hyperflexion, l'air ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas une reposition du tractus respiratoire. Donc vérifiez ça. S en anglais, ça veut dire suction. Le C ne se prononce pas. Ça veut dire aspiration. Peut-être que la bouche n'est pas bien aspirée et le nez. Réaspirer à nouveau, voir s'il y a des sécrétions. O en anglais, open, ça veut dire qu'il faut ventiler avec la bouche ouverte. Il y a beaucoup de gens, la bouche elle est fermée, ou ils sont en train de ventiler. Le nouveau-né respire par le nez, mais l'air en force, mais il troche par le nez, il troche par la bouche. Donc il faut ouvrir la bouche et ventiler. P en anglais, pressure. Vous vous rappelez, on fait une pression avec 2 à 3 doigts pour donner chez le nouveau-né à terme entre 20 et 25 cm d'eau. Chez le prématuré, 15 à 20 cm d'eau. C'est-à-dire, si vous avez vu les ballons autogonflables, qui ont une valve de sécurité, qui te foutent 40 cm d'eau, un bruit. Alors, normalement, on ventile normalement, le bruit, parce que le bruit, nous à partir de 40 cm d'eau. Mais si ça ne marche pas, il faut aller plus la pression, plus de 40 cm à 40 cm d'eau. Donc, on fonce avec les 5 doigts. A en anglais, airway, c'est-à-dire regardez s'il y a une alternative à la ventilation. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, il vaut mieux intuber le nouveau-né. Donc, ça, c'est une bonne indication de l'intubation. Après tout cela, on va faire ça va prendre quelques secondes. Ce n'est pas obligatoirement 30 secondes ou là, faire ça, mais moins de 30 secondes en tout cas. Et si ça ne marche pas, une fois on réévalue à nouveau si le nouveau-né ne respire pas et si la fréquence cardiaque est moins de 60, dans ce cas-là, il faut aller à la phase C. Mais j'ai dit que la phase A, maximum fait à 30 secondes, la phase B fait à 30 secondes. Dès qu'on arrive à la phase C, 30 secondes, tous les mètres kfinèches. Donc, on va faire 45 secondes, voire même 1 minute, parce que c'est le cœur, c'est une pompe. Et pour commencer, pour que la pompe puisse démarrer, il lui faut un certain temps. C'est pour ça qu'on prolonge la phase C. 30 secondes de l'eau, c'est minimum 45 secondes à 60 secondes. Et donc, la phase C, le massage cardiaque. Mais avant de passer au massage cardiaque, il vaut mieux, j'ai dit, qu'il faut mieux intuber le nouveau-né. Et donc, l'intubation, dans ce cas-là, elle n'est pas obligatoire, mais elle est elle est indispensable, elle est très favorisée.
Ok? C'est pour ça que l'intubation, elle peut être systématique dès que le nouveau-né naisse, lorsqu'il y a une hernie diaphragmatique. Vous vous rappelez le cours d'urgence chirurgicale, j'ai dit, s'il y a suspicion d'une hernie diaphragmatique, il ne faut pas ventiler le nouveau-né par le masque, mais il faut l'intuber d'emblée pour court-circuiter donc les onces qui sont à l'intérieur du poumon, la cage thoracique. Ça, c'est obligatoire. La seule indication formelle de l'intubation en salle de naissance, c'est la hernie diaphragmatique. Mais les autres indications de l'intubation, ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont, disons, bénéfiques. C'est lorsque la ventilation à pression positive, elle est inefficace, c'est-à-dire la phase B, elle est inefficace, ou bien lorsque la phase B est prolongée, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, elle est normale, mais il ne respire pas. Il y aura 30 secondes, 1 minute et demie, 2 minutes. Je vais continuer à le ventiler. Non, je vais l'intuber et je vais le mettre dans un respirateur. Le respirateur artificiel, c'est lui qui va le ventiler automatiquement. OK. Et donc, si le nouveau-né est intubé, il vaut mieux, mais je commence le massage cardiaque. Et dès que je commence le massage cardiaque, vous vous rappelez que je suis seul. Mais dans ce cas-là, il me faut une deuxième personne qui va m'aider. Un il dit la ventilation au masque et l'autre il dit le massage cardiaque. Et donc, dès qu'on entame le massage cardiaque, c'est-à-dire la phase C, il vaut mieux qu'il soit intubé. Deuxièmement, il faut minimum 2 personnes. Troisièmement, il ne faut pas 30 secondes, mais minimum 45 secondes. Et quatrièmement, il faut aller à 100% d'oxygène. Là, le poumon, donc لازم نعطيو كاع لي شونس تاعو ما نعطيلوش l'air libre نعطيلو 100% oxygène. Le massage cardiaque se fait où? L'endroit tao, c'est le tiers inférieur du sternum, c'est-à-dire au-dessous des mamelons. Ou la compression au moins le 1/3 de l'antéro-postérieur. Le but, c'est de faire comprimer le cœur entre deux plans durs. Le premier, c'est le sternum et l'autre, c'est la colonne vertébrale. Donc, il faut qu'il soit comprimé. Donc, il faut bien appuyer. Mais bien appuyer. Et donc, il faut bien appuyer, il faut bien pousser le 1/3 du diamètre antéro-postérieur. Le rythme, vous vous rappelez, si je ventile, la ventilation, comme le rythme, c'est 40 à 60 par minute. Chaque seconde est une fois, une ventilation. Mais là, لازم نقص la ventilation, on zite le massage cardiaque. Et donc, chaque 3 massages cardiaques, une ventilation. Et donc, 1, 2, 3 massages cardiaques, je ventile. 1, 2, 3, je ventile. Et donc, dans 1 minute, c'est combien? C'est 90 massages cardiaques sur 30 ventilations. Et donc, chaque 2 secondes, il fait 3 massages cardiaques et une ventilation. Alors que l'autre, qui compte ventiler seul, chaque 2 secondes, il fait 2 ventilations. Alors, comment je fais le massage cardiaque? Il y a 2 techniques. La méthode de choix, c'est en empaumant le bébé terna, le thorax entre les 2 mains. Et les 2 pouces, soit un à côté de l'autre, soit un sur l'autre. L'essentiel, la compression, elle est verticale. C'est la méthode préférée. La deuxième méthode, c'est avec une seule main. Et ça, lorsqu'on est obligé, lorsqu'on est seul, une main elle est en train de ventiler, si c'est possible. Et la deuxième main, pouce et index perpendiculaire et on appuie. Mais c'est très difficile, vous allez voir, surtout si le nouveau-né est à terme. C'est très difficile avec des voix vraiment d'un athlète. Et c'est difficile de la faire. En tout cas, elle n'est pas préférée. On a terminé avec la phase C qui a pris à peu près 45 secondes à 60 secondes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réévaluer à nouveau. Et donc, dans ce cas-là, qui est la phase C, on va la fréquence cardiaque est là. On marque la respiration. Alors, si la fréquence cardiaque est supérieure à 100, il faut la respiration. S'il respire, tant mieux, on a l'intubation. S'il ne respire pas, on va le
ventilation, il est intubé d'ailleurs. Si la fréquence cardiaque elle est inférieure à 100, dans ce cas-là, soit elle est inférieure à 60, elle est en arrêt cardiaque, soit elle est entre 60 et 100. Si elle est entre 60 et 100, nous allons dire le massage cardiaque. Mais si elle est inférieure à 60, il faut aller vers la phase D. OK? Et donc, regardez, la fréquence cardiaque, elle est inférieure à 60. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers la phase D. Et comme dès qu'on dépasse la phase C, ce n'est plus 30 secondes, c'est minimum 45 secondes. La phase D fait à 60 secondes. Donc, laissez-moi dire l'adrénaline. Ça, je dire l'adrénaline. Laissez-moi une voix d'abord. Le nouveau-né, il est intubé. Il y a une voie, c'est la voie intratrachéale. Regardez, elle est tellement inefficace qu'on donne des doses énormes d'adrénaline, 50 à 100 microgrammes par kilo. 50 à 100 microgrammes par kilo. Et c'est tellement inefficace qu'actuellement, on ne l'utilise pas. Il vaut mieux utiliser un cathéter veineux ombilical, c'est-à-dire on introduit un cathéter à l'intérieur de la veine ombilicale. Elle est très facile à réaliser. La prochaine fois, on dit comme des vidéos. Et la dose, elle est minime, 10 à 30 microgrammes par kilo. Bien sûr, il y a les Américains. Voilà le cordon ombilical, fait 2 artères et une veine qui est béante. À 5 cm, il le sang et on l'injecte. Les Américains, ils travaillent avec une troisième voie qui est la voie intra-osseuse, genre plus facile, mais bon. Et donc, on a comme 2 voies qui sont validées chez Bin Bezef, la voie veineuse intra-ombilicale ou la voie intra-osseuse, ou une voie ayana, la voie intratrachéale, mais dans ce cas-là, il faut utiliser des doses énormes. La phase D, on va réévaluer à nouveau. Et donc, la même chose, si la fréquence cardiaque est supérieure à 100, on va voir la respiration normale, on l'intubation, on extube. Si la fréquence cardiaque, s'il ne respire pas, la fréquence cardiaque, elle est entre 100, 60 et 100, le massage cardiaque, l'adrénaline. Si elle est inférieure à 60, dans ce cas-là, on peut donner une deuxième dose d'adrénaline. 3 à 5 minutes après. Donc, comme nous dirons le massage cardiaque, 3 minutes après, on fait une deuxième dose. Et après la deuxième dose, ça ne sert absolument à rien. On va terminer. On va dire qu'on a échoué. Allah, on a tout fait. Mais disons, avant de baisser les bras, on va voir 2 choses. La première des choses, c'est qu'on va vérifier si le nouveau-né il est en hypovolémie. Surtout, vous vous rappelez, la maman a un placenta prévia hémorragique. Placenta prévia, l'hémorragie, le placenta, la maman ou le bébé. Et donc, ça se peut que le nouveau-né, il est anémique, il est en hypovolémie. Et s'il est hypovolémique, le massage cardiaque ne va rien donner. Dans ce cas-là, on propose de faire une expansion volémique, c'est-à-dire le quoi. Si on a du sang au résus négatif, tant mieux. Si on n'a pas les moyens, on met du sérum salé isotonique à 9 pour 1000. 10 cc par kilo. Pendant 5 à 10 minutes, on a le massage cardiaque, on a l'adrénaline. Si ça donne, tant mieux. Si ça ne donne pas, vérifier autre chose. De temps en temps, on a un pneumothorax dans les 2 côtés. On appelle ça un pneumothorax. Un pneumothorax, j'ai oublié le nom. Suffocant, voilà. Un pneumothorax suffocant. Dans ce cas, tu fais les fils avec des amas et une aiguille. Le thorax, c'est où c'est que l'adulte ou là, oui, le thorax globuleux, avec la ventilation, c'est qu'il a un pneumothorax. Et dans ce cas, on met une petite aiguille, deuxième espace intercostal, dans la ligne médioclaviculaire, l'aiguille, sinon, et le bébé commence à respirer et à avoir une fréquence cardiaque, et tant mieux. Et donc, je résume le cours. C'est mon idée. Avant de réanimer, vous avez devant vous un prérequis, 5 messages clés. Le 99% des nouveau-nés vont être soit normaux, soit nécessitent des gestes simples de la réanimation. Et c'est uniquement 1% qui nécessite une vraie réanimation qui va aller jusqu'au bout.
Deuxième message, dans les gestes les plus fréquents sont les gestes les plus simples à type de séchage, réchauffement, repositionnement de la tête, aspiration si nécessaire. Et les gestes les plus rares sont les plus difficiles à type d'intubation, massage cardiaque, adrénaline. Troisième message, l'objectif numéro 1, c'est la ventilation. Message numéro 4, urgence. Réanimation égale urgence. C'est une urgence de minutes. Vous avez devant vous 8 à 10 minutes, mais avec rapidité, efficacité, pas de précipitation, avec normothermie, avec asepsie. Et le dernier message, il faut utiliser un algorithme simple, ancien, qui est l'algorithme ABCD du secouriste. Avant de commencer la réanimation, vous avez une règle d'ordre comme une boucle qui s'appelle boucle, évaluation, décision, action et réévaluation, toutes les 30 secondes généralement. On évalue quoi? On n'utilise pas le score d'Apgar pour l'évaluation. C'est un très bon score, oui, mais pas pour la réanimation. Pour évaluation de la réanimation et comme score pronostic. On utilise quoi donc? On utilise ce qu'on appelle 2 critères cliniques, qui est la respiration et la fréquence cardiaque. Au début de la réanimation, c'est la respiration qui compte. Mais lorsqu'on arrive à la phase C, c'est la fréquence cardiaque qui devient prioritaire. Alors, on commence par faire quoi? Premièrement, on va arriver 8 à 10 minutes avant l'accouchement pour, premièrement, rechercher les facteurs de risque d'asphyxie périnatale, qui peuvent être maternelle, fœtale ou placentaire. On va les vérifier. Si la maman ne présente aucun facteur de risque, on est tranquille. Dans ce cas, on peut autoriser à une seule personne d'assister à l'accouchement et pour accueillir le nouveau-né, parce que 90% des nouveau-nés vont être normaux. Si la maman présente au moins un facteur de risque, dans ce cas-là, il nous faut 2 personnes au moins. En même temps, on vérifie le matériel de la réanimation et on attend le bébé. Dès que le nouveau-né sort, on déclenche le chronomètre et on fait ce qu'on appelle une évaluation initiale. Essentiellement, la respiration, plus ou moins, si le nouveau-né est à terre, s'il a un bon tonus. Si tout va bien, on ne se précipite pas pour clamper le cordon ombilical. On attend minimum 30 secondes. On le met sur le ventre de sa mère et on fait ce qu'on appelle des gestes de routine qui sont réchauffement, séchage, aspiration si nécessaire, mais c'est obligatoire, et on stimule s'il est hypotone, pas plus. Ensuite, on le surveille, bien sûr, on le met en clampe, on coupe par la suite, etc. Si le nouveau-né ne respire pas, dans ce cas-là, on fait un milking du cordon ombilical et on clampe immédiatement. Et on commence l'ABCD de la réanimation. A, B, on va la mélanger. On commence par faire rapidement la phase A, maximum 30 secondes, mais il vaut mieux écourter pour donner le reste à la phase B. Donc, on sèche, on le met dans une table chauffante pour le réchauffement. On aspire obligatoirement parce qu'il ne respire pas. Et on stimule rapidement quelques gestes au niveau du pied, friction au niveau du dos. Et ensuite, on réévalue. Si le nouveau-né ne respire pas, on va aller vers la phase B, qui va prendre plus de 30 secondes parce qu'elle a pris du temps de la phase A. Et on ventile correctement. Au bout qu'il reste 1 minute, on doit réévaluer. Si la respiration elle est normale, tant mieux. Si la respiration n'est pas normale, dans ce cas-là, avant de vérifier même la fréquence cardiaque, il faut faire ce qu'on appelle une correction de la phase B. C'est ce qu'on appelle le fameux Mr. SOPA. On va vérifier le masque, la reposition de la tête, l'aspiration, l'ouverture de la bouche et on va essayer de l'intuber. Si ça ne marche pas, on va aller vers la phase C, à condition que la fréquence cardiaque soit inférieure à 100. Si elle reste supérieure à 100, on continue la phase B et on va intuber le nouveau-né de préférence. La phase C, on commence à faire un massage cardiaque pendant 1 minute. Qui trace 1 minute, on va voir. Si la fréquence cardiaque, la respiration. Si la respiration est normale, tant mieux. Si la fréquence cardiaque est entre 60 et 100, on continue la phase C et on ne peut pas aller vers la phase D. Si la fréquence cardiaque est inférieure à 60, on va aller vers la phase D. Et lorsqu'on va aller à la phase D, on va devoir avoir une voie d'abord. La meilleure, c'est le cathéter veineux ombilical. Et on met notre adrénaline à la dose de 10 à 30 microgrammes kilo-minute. Ensuite, on va voir
chaque minute, on va réévaluer. Si la fréquence cardiaque reste inférieure à 60, au bout de 3 à 5 minutes, dans ce cas-là, on rajoute une deuxième dose d'adrénaline. Et au bout de deuxième dose, 60 secondes après, si ça ne marche pas, avant d'arrêter la réanimation, on va voir s'il est en hypovolémie, on va essayer peut-être une expansion volémique ou voir si le thorax est globuleux, faire une évacuation de l'air, une exsufflation de l'air, parce qu'il s'agit très probablement d'un pneumothorax suffocant. Et si ça reste maintenant après 10 minutes, si le nouveau-né il a un Apgar à 10 minutes qui est égal à 0, la fréquence cardiaque elle est égale à 0. Dans ce cas-là, on arrête la réanimation. Allah ghalib, on a tout fait et on s'arrête. Si maintenant la fréquence cardiaque reste entre 0 et 60, c'est vrai que c'est un arrêt cardiaque, mais elle n'est pas égale à 0, il y a des auteurs qui disent qu'il vaut mieux aller à 20 minutes. On l'a habsou. Nzidou 10 minutes avec le massage cardiaque, ou si ça donne pas, ça donne pas. Mais de temps en temps, ce n'est pas la peine de réanimer des nouveau-nés qui sont d'emblée pas sujets à une réanimation. Par exemple, lorsque le nouveau-né il a un âge gestationnel de moins de 22 semaines, imaginez, il n'est pas viable, sauf au Japon peut-être. Il a un poids moins de 400 grammes, il n'est pas viable. Ou là, il a une malformation grave, par exemple une anencéphalie, je sais pas, une hydrocéphalie majeure, je sais pas, ce n'est pas la peine. Une trisomie 13, une trisomie 18, prouvée, ils sont létals, ils moutent. Pourquoi les réanimer? Il faut les laisser tranquilles, les mettre au wahad, tant mieux, ils même ma touche, on va les prendre dans un service de néonat. Vous avez compris? Je ne peux pas vous entendre, mais puisqu'à côté de on peut comme à la fin, les cours, parce que c'est moi-même qui va faire le sujet d'examen, je vais vous donner un sujet simple. Comme une petite révision sous forme de QCM et des petits crocs, pour savoir à peu près ce qu'il faut réviser. OK. Ce que je vous demande, et si c'est possible pour les personnes qui savent bien l'informatique, il y a une application sur Google où comme le QCM, vous répondez où il des graphes. Par exemple, le QCM fait A, B, C, D et E. Quand vous répondez, vous êtes une cinquantaine. Quand vous répondez, il des graphes. Et c'est une application gratuite. Vous me le dites, répondez au juste. À peu près le niveau de révision. Donc, pour les gens